Dernier set de ce 4e Paris Traveler Festival. Et nous allons accueillir maintenant un explorateur très borderline. C'est l'explorateur des zones frontières. Voici Xavier. Allez, il présentait hier soir sur M6 un nouveau numéro de son émission À l'état sauvage. On va recevoir pour la première fois l'aventurier Mike Horn. Bonjour Mike. Bonjour, c'est Mike Horn, l'homme qui n'a pas dormi dans un lit depuis 1977. Alors hier soir, une nouvelle fois, vous avez fait preuve de courage et d'un mental extraordinaire. On a vu le reportage, vous avez amené la chanteuse Shaim sur le toit du monde dans l'Himalaya. C'était sur M6. Oui, car la vie, c'est dur. Il faut se battre, il faut rechercher la force en toi qu'on a. On nous d'avancer devant pour pas reculer derrière en faisant le pas qui te fait t'éloigner de là où tu recules. Mais tu peux y arriver si tu vas chercher en toi la force puisée à l'intérieur nécessaire pour te battre et repousser tes limites physiques à l'intérieur de ton corps de dehors qui respire l'extérieur en restant toi-même, celui que tu es de toi. Ah, si le micro marche bien. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est une parodie bien entendu, moi je n'ai rien contre Mike Horn, mais cette parodie elle est aussi révélatrice de notre société qui tend trop à associer l'aventure à l'exploit physique et à la performance. Mais l'aventure, c'est pas forcément ça. Et d'ailleurs, ce que je vais vous présenter ce soir, ce ne sont pas des exploits. Chacun peut le faire, avec une bonne condition physique quand même, mais surtout avec de la curiosité et l'envie de connaître l'inconnu. De toute façon, moi, j'ai pas le CV de Mike Horn, loin de là, j'ai pas fait le pôle Nord de nuit, ni de jour d'ailleurs. Non, en fait, je me définis plus comme un voyageur qui s'aventure. En fait, voilà, je vais là où peu s'aventure, où la curiosité déploie sa voilure. Et plus particulièrement, à la recherche des zones frontières. Le mot est lancé, zones frontières. Et c'est ainsi que, depuis 10 ans maintenant, j'arpente la planète à la recherche de ces dernières zones blanches, zones peu explorées. Dans le Grand Nord, par exemple, au Groenland, et c'est surtout en Amérique du Sud, qui est mon continent de prédilection, continent aussi de tous les extrêmes, grâce auquel j'ai pu monter des expés de reconnaissance sur des sommets qui n'avaient pas d'ascension répertoriée jusque-là, tels que celui-ci, ou Cerro Faldajara, dont on entendra parler tout à l'heure. Je me suis également aventuré en Amazonie équatoriale, à la frontière avec le Pérou, à la rencontre des communautés Shuar. Et puis j'ai eu la chance de tomber littéralement sur des ruines pré-Inca, civilisation Chachapoya, dans le nord Pérou. Ce sont des ruines qui n'avaient jamais été excavées. Voilà, elles font partie d'un vaste complexe archéologique, mais celles-ci sont restées enfouies. Alors, zone frontière, qu'est-ce que c'est une zone frontière, une zone blanche? C'est ce qui se cache derrière l'inconnu, l'horizon. C'est ce qui est inconnu de soi, ce qui est méconnu des siens. Peut-être pas de ceux qui habitent sur place. Mais en tout cas, ce sont des endroits qu'aucun guide ne mentionnera, ou aucune carte ne précisera. Mais ça peut aussi revêtir une dimension psychologique. Et qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Thomas Hobbes. Oui, ça fait chic de citer un philosophe dans une conférence. Non, Thomas Hobbes, en fait, il a théorisé la curiosité. Pour lui, la curiosité, c'est l'envie de connaître le pourquoi et le comment. Par exemple, ça peut se matérialiser ici. Qui peut vivre sous cette canopée? Et quel est son rapport à son environnement? Sur ce volcan oublié, est-ce qu'il y a une trace, un passage de vie, d'un rituel passé? Ou tout simplement, c'est l'envie de savoir à quoi ressemble l'endroit où naît le fleuve le plus puissant au monde, et de ressentir sur place les entrailles de la terre qui l'enfante. Mais plus généralement, c'est l'envie de savoir ce que cache cette frange qui sépare le monde connu de l'inconnu. Avec, comme on touche du bout des doigts le feu avec la peur de se brûler, vous voyez, une sorte de rêve d'Icare. Alors la recherche des zones frontières, pour moi, ça démarre souvent comme ça, en posant le doigt sur une carte, si possible dans l'endroit qui a l'air le plus vide, dans un endroit où on trouve peu ou pas d'informations, personne n'en parle, personne n'y va. Et du coup, ça m'intrigue, ça gamberge, et j'ai envie d'y aller. Alors peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous immerger aux zones frontières après cette petite intro très théorique.
Eh bien, ce soir, je vais vous présenter 3 zones frontières, 3 zones blanches, 3 zones méconnues, peu explorées. Et on va démarrer par celle-ci, en Équateur. Nous sommes à la frontière avec le Pérou. On va s'approcher un petit peu plus sur cette photo satellite et regarder cet écrin de verdure qui semble finalement ne rien laisser transparaître de ce qui peut se passer exactement ici. Et pourquoi ici? Eh bien, en fait, je me suis intéressé à la province du Morona. C'est l'une des moins connues d'Équateur. Et c'est là où vivent les communautés Shuar, les indigènes Shuar. Et donc j'ai voulu aller en fait le plus loin possible sur cette rivière qui s'appelle le Rio Yaupi. Donc j'ai visé sur ma carte cette rivière. Et pour y aller, alors c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme c'est une zone frontalière, c'est une zone sensible. C'est une zone de trafic de drogue, une zone militarisée. Bref, on prend un bus depuis le chef-lieu de la région qui s'appelle Macas, plusieurs heures de bus. On passe par des points militaires, des campements militaires, autour desquels d'ailleurs gravite un peu de prostitution. Ça donne une petite ambiance de polar très san-antoniesque. Et donc, ben on arrive, je dis on parce qu'on était 2, hein. On arrive ici. Voilà, ça s'appelle Soldado Montre, c'est un petit village perdu au milieu de nulle part, à la frontière, dans ce bar tripot, avec une ambiance assez glauque, à vrai dire. Et donc, oui, ça résume bien, hein. Et donc je demande pas forcément à ce gars-là, hein, mais bon, aux autres en tout cas, si on peut prendre une pirogue, ça s'appelle un peke-peke, taxi pirogue, pour aller le plus loin possible et puis rencontrer des gens. Voilà, rencontrer des communautés Shuar qui vivent sur le fleuve, et elles ne sont pas nombreuses. Alors on était partagés entre l'excitation de rencontrer notre communauté et puis la peur aussi d'être séquestré parce qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et puis finalement, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, on arrive ici, on accoste dans ce village. Alors autant vous dire qu'on n'était pas attendu. Mais pourtant, l'accueil était très cordial, très sympathique. D'ailleurs, sinon on aurait fait demi-tour, hein. Et donc on était accueillis par ces gens qui vivent ici complètement en autarcie. C'est un village de près de 80-90 personnes. C'est une grande famille élargie, on va dire. Et donc ce sont des gens qui vivent, comme je le disais, en autarcie, avec très peu de contacts avec l'extérieur, surtout avec la ville. Les contacts qu'ils ont, c'est essentiellement avec les communautés qui parsèment le fleuve et elles ne sont pas très nombreuses. Donc ils vivent de la culture, de l'élevage, enfin ce que vous pouvez imaginer en fait. Et puis un petit peu de pêche, puisqu'on avait chaque jour, matin, midi et soir, on avait poisson grillé, bananes frites et riz. Donc petit déjeuner, dîner. On a été accueillis par le syndico. Le syndico, chez les Shuar, c'est le chef du village. Il s'appelle Francisco Etza, il a un nom espagnol, il parle espagnol, hein. Oui, la Fashion Week n'est pas encore arrivée jusqu'à la communauté. Elle s'appelle la communauté Etza. Alors on a été accueillis dans sa maison, très spartiate. Et alors pour vous planter un petit peu le décor, pourquoi on est comme ça aussi, c'est que, voyez-vous, sous le plancher, les cucarachas, les cafards essayaient en fait de se frayer un chemin entre les interstices. Sur le mur, nous avions des araignées et des moustiques, bien entendu, on est en pleine selve amazonienne. Donc on a pris les précautions qui s'imposaient, à savoir que mon épouse a du coton dans les oreilles, moi aussi, ça se voit pas trop. Et on s'est scotché en fait les manches pour éviter que les insectes pénètrent à l'intérieur, c'est parce que c'est pas très agréable. Mais on a vécu vraiment des nuits mémorables et très étouffantes. Et puis un beau jour, le syndico nous dit, voilà, on va aller découvrir un endroit que seuls nous connaissons, ça appartient à notre communauté, et c'est vrai qu'elle n'apparaît pas sur cette carte. Donc après plusieurs heures de marche dans la selva, dans la moiteur, vous pouvez imaginer, on arrive ici. Ici, c'est une cascade. Et la cascade chez les Shuar, elle a une grande importance. Pourquoi? Parce que c'est une divinité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Shuar, même s'ils ne s'habillent plus de manière traditionnelle, qu'on pourrait qualifier de folklorique, eh bien, leurs croyances, en fait, sont très ancrées. Et ils ont un dialogue permanent avec la nature qui, pour eux, représente des êtres vivants. Chacun, d'ailleurs, a ce qu'on appelle son esprit, son narutam, qui se transmet de génération en génération. Et si bien que les Shuar ne croient pas en la mort. C'est cet esprit qui se transmet. Donc nous avons passé quelques jours avec eux, en leur compagnie, pour essayer de comprendre leur mode de vie, nous immerger, et puis aussi, finalement, de rendre possible cette vision très floue que j'avais sur ma carte, et voir finalement qui vivait ici.
Je vais vous emmener dans un autre endroit maintenant. Également désert, ou presque. Ici, nous sommes un peu plus au sud, nous sommes au Pérou. Les zones frontières de ce soir, ça va concerner l'Amérique du Sud. On va s'approcher encore un peu plus sur cette cordillère qui se trouve au nord du Colca. Au nord du canyon du Colca, dans cet endroit, exactement ici, ce plateau qui est absolument désertique à plus de 5000 mètres. Et que peut-on bien y trouver ici? Eh bien, je m'intéresse au bout du monde, mais surtout je m'intéresse aux naissances du bout du monde. Et là, en l'occurrence, en 2011, j'ai pu aller avec un guide du canyon du Colca à l'une des sources du fleuve Amazone, qui se trouve dans le volcan Mississippi. Et 2 ans plus tard, je me suis intéressé à une autre source, plus loin, plus confidentielle et moins accessible. On y est allé à 2, avec notre pick-up, depuis notre base arrière du village de Tuti, dans le canyon du Colca. Et nous avons donc pris des pelles, des planches, des pioches, enfin, tout pour parer à l'imprévu, parce que là, on est vraiment sur de la puna, c'est-à-dire le désert d'altitude. Et donc, nous avons traversé, bien sûr, des villages fantômes, comme celui-ci, qui est inhabité, qui s'appelle Ramram. Et puis, sur le chemin, alors les pistes finissent par se perdre. On arrive sur des pampas comme ça, complètement inhabités. Voilà. Au fond, vous voyez le fameux volcan Mismi où se trouve la première source de l'Amazone. Mais nous, c'est la deuxième source qu'on va aller visiter. Alors, on avait quelques informations quand même sur sa localisation. Et puis, quand on arrive dans ce genre de décor, l'inéluctable arrive, bien sûr, c'est l'enlisement. Ben oui. Alors, voilà, Ford Ranger, c'est super, c'est très lourd. Hein. C'est très lourd. Alors, quand ça s'enlise, pour le dégager, c'est très très compliqué. Donc un peu comme les Shadocks qui pompaient sans résultat, moi je creusais, puis en fait ça faisait pas vraiment plus d'effet puisque les roues s'enfonçaient encore plus. Alors on a essayé de trouver des stratagèmes, trouver un petit peu de paille, de la paille qu'on appelle la paralechu, en altitude pour former une adhérence sous le pneu. J'ai soulevé aussi des pierres, à 5000 mètres c'est pas une sinécure. Et finalement, tout ça n'a rien fait. On s'en est sorti avec un autre moyen qui est tout simplement un cric à pression, qui a failli d'ailleurs ne pas marcher avec la raréfaction de l'air, qui nous a sorti de ce bourbier. Et puis comme la nuit ne tardait pas à poindre le bout de son nez, eh bien, il a fallu qu'on trouve un point de chute. Et ça, c'est un village encore abandonné, donc personne n'y vit. Et comme on était parti un peu comme ça, eh bien, on a dormi dans notre voiture, on a bien gelé à l'intérieur. Donc on a passé une formidable nuit. Et puis, il fallait continuer notre parcours. Donc, on s'est retrouvé ici, dans cette pampa. Toujours pas un seul Pékin. Et là, au fond, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des bofedales. Les bofedales, ce sont des marais d'altitude. Donc, nous avons dû arrêter notre pick-up. Parce qu'on ne pouvait pas progresser plus loin. Parce que la source est encore beaucoup plus loin. Donc, il nous a fallu à peu près 5-6 heures de marche sur un plateau jusqu'à 5150 mètres pour arriver jusqu'à ce point ici. Et ce point ici, c'est celui que vous avez vu sur la photo satellite. C'est ici que prend naissance la source, l'une des sources de l'Amazone. Là, il y a une stèle. Cette source a été découverte il y a peu, en 1996, par une équipe polonaise. Et voilà, nous avons une maigre végétation qui surgit comme ça de l'aridité. Et c'est quelque chose qui est très émouvant, de voir que finalement, ça tient à quelques gouttes qui perlent de cette végétation, quelques gouttes qui forment la puissance de ce fleuve. Et imaginez ce qu'on peut ressentir sur place, c'est-à-dire la puissance volcanique qu'il doit y avoir dessous pour pouvoir former ce fleuve, qui deviendra gigantesque à son embouchure. Voilà, ça c'est peut-être pas très spectaculaire, mais c'est ça l'Amazone. Je vais vous amener maintenant encore plus au sud, et toujours dans la cordillère des Andes, cette fois en Bolivie. Nous allons nous approcher. Nous sommes à la frontière chilienne et nous sommes en Bolivie, dans le sud l'Ipès. Peut-être certaines d'entre vous connaissent cet endroit, mais peut-être ne connaissent-ils pas ceci. Cette étoile caramel qui est fabuleuse, qui est magnifique, et qui s'appelle le Cerro Faldajara, volcan Faldajara. Il culmine à plus de 5500 mètres et il n'a pas d'ascension répertoriée. Et est-ce que vous avez jamais imaginé, finalement, vouloir saluer un volcan comme ça de près et vous dire, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir à son sommet?
bien moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Et depuis longtemps, je rêvais d'explorer des terres martiennes, donc voilà. Alors, pour aller rendre visite à ce volcan, on est parti, on était encore deux, les mêmes, d'Uyuni. Uyuni, la ville du Salar. Et nous avons donc cherché pendant 3 jours un chauffeur qui nous permettrait en fait de nous déposer, alors non pas au pied du volcan parce qu'il n'y a pas de piste au pied du volcan, mais au moins qui ferait la liaison jusqu'à la frontière chilienne et qui nous déposerait comme ça sur le chemin, de manière à ce qu'on puisse effectuer notre marche d'approche. Premier point. Deuxième point, il fallait qu'on s'enregistre au poste de police. C'est un conseil qu'on nous avait donné. On y est allé, ils nous ont dit, c'est bien, vous pouvez toujours vous enregistrer, mais de toute façon, il ne viendra jamais vous chercher. Il n'y a pas un habitant à la ronde dans ce désert, pour ceux qui le connaissent. Donc finalement, on a fait nos provisions de manière très simple. Et je vais vous laisser avec quelques images qui vont vous montrer un petit peu la grimpette qu'on a faite sur ce volcan. Voilà, donc qui sont très parlantes d'elles-mêmes. Donc vous allez voir cette aventure et surtout cette progression de 10 mètres en 10 mètres, parce que c'est très très fatigant à cette altitude. Voilà, donc je vais vous laisser avec quelques images quand elles vont démarrer, bien entendu. Ça devrait pas tarder. 55. 3. On va être vers 5050, 5070 mètres d'altitude. Puisque le dernier point GPS que j'ai noté était à 5025. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos! ¡Campeón! Alors pourquoi ce costume? Collection 2019 Quechua, donc précipitez-vous. C'est le moment, maintenant vous pouvez randonner smart sur un volcan. Non, tout simplement, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il me fallait une occasion pour grimper sur ce volcan. Ça faisait 8 ans que j'attendais d'ailleurs cette occasion. Et voilà, j'avais décidé de demander la main à ma compagne péruvienne. Voilà, ça s'est passé ici. Et oui. Et donc on a eu... après j'ai franchi une autre frontière, une autre zone frontière qui était le mariage au Pérou maintenant après. Mais on a eu un avant-goût de notre nuit de noces, donc sur les flancs du volcan à 4800 mètres, dans notre tente, dans un couloir venteux. D'ailleurs, il y avait tellement de vent, il faisait tellement de froid que la tente s'est pliée sur notre nez. Et il nous restait dans nos provisions une banane qui a totalement noirci en quelques heures. Vous voyez aucune allusion, bien sûr, avec une nuit de noces ratée, c'est pas du tout le cas. Voilà. Alors, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, j'ai d'autres projets. Voilà, ils s'affichent ici. Alors, certains sont très ambitieux, je ne sais pas si je pourrais les accomplir. Mais voilà, en tout cas, ce sont des rêves, parce que c'est cette curiosité, c'est l'envie de connaître l'inconnu, moi, qui me motive. Et quels que soient les moyens, j'essaierai d'y aller. Donc, nous avons les Aléoutiennes, avec le point le plus à l'ouest des États-Unis, qui s'appelle Sémisopochnoi. Je rêve aussi de longer la frontière sino-coréenne par la Chine, parce que la Corée du Nord, c'est question aventure, c'est un petit peu limité. Encore que. Et puis, bien sûr, mon continent de prédilection, la Sierra de Divisor et d'autres cordillères, qui restent encore peu explorées. Alors, peut-être que vous devez penser que ces aventures nécessitent beaucoup de préparation, un équipement long comme le bras. Alors, de la préparation, il n'y en a pas beaucoup. Je voyage beaucoup à l'arrache, sinon c'est plus de l'aventure.
Et puis en termes d'équipement, pas non plus trop, mais il y a quelque chose que je n'oublie jamais, et ça s'appelle de la littérature. J'emporte toujours un livre, que ce soit la littérature, que ce soit des romans, de la poésie. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la littérature engendre l'imaginaire. Et cet imaginaire, ça crée la curiosité et ça donne envie de repousser les frontières, de repousser et de savoir ce qui se passe derrière l'horizon, c'est-à-dire la zone frontière. Donc là, je ne vais pas vous infliger la lecture d'un écrit de Thomas Hobbes, on en a déjà parlé, ni un passage d'un récit de Mike Horn, même si c'est très intéressant, mais j'ai l'attitude zéro. Non, je vais vous lire un poème qui résume assez bien l'esprit d'aventure qui me guide et qui me pousse à partager avec vous ma passion pour les zones frontières. C'est un poème d'Émile Verhaeren qui s'appelle « Les forces tumultueuses ». Partez. Partez sans regarder qui vous regarde. Sans nuls adieux tristes et doux. Partez avec le seul amour en vous de l'étendue éclatante et hagarde. Ô voir ce que personne avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, dardés et volontaires, n'a vu. Voir et surprendre et dompter un mystère, et le résoudre, et tout à coup sans revenir du bout des mers de la terre vers l'avenir, avec les dépouilles de ce mystère triomphal entre les mains. Ou bien là-bas, se frayer des chemins à travers des forêts que la peur accapare. Dieu sait vers quel tourbillonnant essaim de peuples nains défiants et bizarres, et pénétrer leurs mœurs, leur race et leur esprit, et surprendre leur culte et leur torture, pour éclairer dans ses recoins et dans sa nuit toute la sournoise étrangeté de la nature. Merci. Je veux dire quand même Mike Horn, c'est pas parce que... c'est très bien, c'est autre chose. Merci Xavier. Quand je disais que tu étais borderline, j'avais pas tout à fait tort. Avez-vous des questions à poser à Xavier ? Est-ce que vous voulez venir avec moi la prochaine expé ? Je cherche des gens. La prochaine, c'est ? Alors, la prochaine, je vais être honnête avec vous, c'est pas pour tout de suite parce que j'ai un petit bout de chou qui va fêter sa première année la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, c'est une aventure. Hein. Donc, je suis pas la seule à la partager. Mais pour moi, c'est quand même une zone frontière. Donc, il n'est pas prévu d'aller souffler sa première bougie au sommet d'un volcan, au milieu du vent ? Non, peut-être en forêt de Fontainebleau. Mais, donc je vais laisser encore un petit peu de temps, mais quand il sera en âge de marcher, de comprendre, on y retournera parce que ça me démange. Oui. Ouais. Le pauvre. Oui. Oui, donc vous voyagez avec votre épouse, et oui. Si elle partage avec vous votre passion, ou sinon, est-ce que vous arrivez à lui faire partager votre passion ? C'est une bonne question, ça. Alors, est-ce que ton épouse partage ta passion, ou est-ce que toi, tu es assez convaincant pour partager ta passion avec elle ? Alors, je la convainc, c'est vrai. Non, en fait, elle aime ça. Mais elle n'a pas forcément la même vision que moi, enfin, en tout cas, au départ. On s'est connus au Pérou. On s'est connus dans ces endroits proches de la source de l'Amazone. Et pour ce que moi, je pourrais qualifier d'aventure, parfois, ça peut être le quotidien des gens qui habitent sur place. Donc, elle a un regard un petit peu différent. Mais elle me soutient. Elle partage avec moi, effectivement, cette passion que je lui ai fait découvrir. Parce qu'avant, elle n'avait pas voyagé. Même si elle vivait dans des endroits magnifiques. Ce sont des endroits qui sont aussi assez rudes. Donc, voilà. Et donc maintenant, on part ensemble. Et puis, je pense que j'aurais du mal à m'imaginer partir sans elle, même partir sans mes enfants. Ce sera autre chose. Je ne sais pas encore quand, mais voilà, peut-être plus de logistique, qui sait. Voilà. Mais on a déjà prévu, alors les images sont passées très rapidement, il y a un endroit qui s'appelle Pampa de los Baixos, en Argentine, et ça aussi c'est un vieux rêve, donc c'est à la frontière avec le Chili, dans un désert complètement désolé, et j'ai prévu qu'on y aille tous ensemble. Voilà. Donc
un jour, peut-être dans 4 ans, 5 ans, mais en tout cas, c'est prévu, et elle est d'accord. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, une fois par an, on peut y aller. Le reste du temps, à la maison. Voilà. Il y avait une question là. Ouais. Je me demande comment on fait pour savoir qu'il y a des endroits dont personne ne parle. Comment on s'en rend compte quelle est la première piste qui vous a mené sur cet endroit-là? Alors, personne n'en parle, mais Google Earth a tout cartographié. Hein. Mais lorsqu'on fait des recherches sur Internet, merveilleux outil technologique, on trouve peu d'informations. Par exemple, le fameux Cerro Falajara. Il n'y a pas d'ascension connue. Alors, bien sûr, il y a des milliers de volcans hein, dans le sud d'Ipès, donc il y en a plein qui peuvent servir encore de terrain d'exploration. Mais moi, je n'ai trouvé aucune information. Et pourtant, j'aurais aimé en trouver, parce que ça m'aurait permis aussi de mieux comprendre la géologie du secteur. Donc j'ai pu trouver comme ça quelques données dans les environs, mais sur ce point précis, sur son histoire, ben, il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas, ou alors elles sont approximatives. C'est ça aussi, il peut y avoir aussi des informations approximatives. Dans le cas des Shuar en Amazonie, les Shuar, il y a des informations sur les Shuar. C'est pas un peuple non contacté ou qui refuse tout contact. Le premier contact avec les Shuar a eu lieu d'ailleurs dans les années 30, ça fait donc presque un siècle. Mais lorsqu'on regarde la photo vue du ciel et qu'on ne voit aucune habitation, on se demande si finalement quand même quelqu'un vit dans cette zone précisément. Et voilà, et dans ce secteur très restreint du Rio Yaopi, il y a peu d'informations. Alors, il y en a un peu aujourd'hui parce qu'il y a un plan de développement dans cette région qui est très reculée. Et d'ailleurs, j'ai consulté encore il y a quelques jours ce plan afin aussi de pouvoir moi mettre à jour mes connaissances sur le sujet pour savoir un peu où ils en étaient. Voilà. Donc, et puis dans le cadre de la source de l'Amazone, alors la source du Kewisha, bah, elle a été reconnue. Vous avez pu le voir, il y a une stèle hein, qui précise qu'elle a été identifiée en 96. Elle est alors. Et je ne sais pas vraiment si c'est une source officielle, parce que les sociétés de géographie, que ce soit de Lima, que ce soit Londres, que ce soit une autre, ou la National Geographic, ne sont pas forcément d'accord sur l'emplacement. Mais celle du Kewisha est la moins documentée, avec celle de Junín, qui est plus au nord, alors que celle du Mismi est connue depuis assez longtemps, et je crois que c'est l'équipe du commandant Cousteau qui est passée par là. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a découverte, mais en tout cas elle est passée par là. Donc elle est plus documentée. Donc quand je dis pas d'informations, ça peut être aussi peu d'informations ou des informations approximatives. Il reste encore des endroits comme ça. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure très rapidement, c'est inconnu de moi, c'est méconnu des gens en général, mais pas forcément de ceux qui habitent sur place. Si on prend le cas du Machu Picchu, le Machu Picchu il était connu avant la découverte par Hiram Bingham en 1911. Les gens connaissaient ce site. Bon, simplement, il était enchevêtré dans des milliards de lianes. Mais il était connu, simplement, il ne revêtait aucune importance particulière pour les locaux. Nous, on adore voyager tout le temps et terriblement sans savoir où on va. Et des fois ça passe, des fois ça casse. Et du coup, je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de faire un voyage, justement, vous trouvez à tel endroit. Quand vous y arrivez, et ben, finalement, c'est impossible d'accès, c'est dangereux, ou il se passe quelque chose qui vous empêche d'y aller. Parce que bien souvent, c'est aussi ce qui peut arriver, de se dire on va à tel endroit, mais on ne peut pas arriver jusqu'au bout. Alors jusqu'à présent, par exemple, sur le trajet vers la source de l'Amazone, on voulait revoir la première source de l'Amazone. C'est là, en fait, qu'on s'est enlisé, on n'a pas pu y aller. Bon, on est allé plus loin. Alors un autre exemple, toujours au Pérou, dans le sud, je souhaitais en fait visiter la cordillère Vilcanota Maoré, qui est un parc national où quasiment personne ne va. On y est allé dans le village le plus proche. Mais en fait, c'est le temps qui nous a manqué. Je ne sais pas s'il était possible d'y accéder avec les moyens qu'on avait, c'est-à-dire rien, juste nos chaussures de marche. Mais simplement, on a manqué de temps. Parce qu'on était de passage dans la région et je me suis dit ça va être l'occasion. Donc je l'ai remis là, dans mes projets, mais cette fois-ci je sais qu'il faudra plus de temps. Parce que j'ai eu le temps notamment de questionner les gens de ce village qui me disaient de toute façon il n'y a aucun moyen de transport, il n'y a pas de taxi, rien qui pourra vous y approcher. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc peut-être qu'il faudra y aller par la marche tout simplement, puis prendre une semaine ou deux.
Voilà ce que je peux dire. C'est vraiment peut-être le seul moment, enfin en tout cas de mémoire, qui fait que j'ai pas pu accéder à ce rêve. Mais je pense qu'il y a une notion de temps qui est très importante. Donc une notion de temps, je pense qu'on peut presque tout faire. Voilà, peut-être un peu plus de préparation sur certains endroits, mais avec le temps, je pense qu'on peut y arriver. Comme je dis, c'est la curiosité, l'envie, et ça ne doit pas vous arrêter. Bon, je ne fais pas une conférence sur le développement personnel, hein, mais c'était une bonne conclusion. Eh oui, c'est la motivation. Moi, je suis content. Merci.